Bonjour, bonsoir tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler donc de la suite de l'affaire Justin Baldoni, Blake Lively. On en voit plus ou moins le bout de tout ce que j'ai. Il y a encore quelques petites vidéos qui vont venir, mais sachez d'ailleurs que là, il y a 2 jours, il y a eu justement une audience où Blake Lively s'est présenté, également Justin, Jamie, Steve Sarowitch. C'était afin de voir si un accord pouvait être trouvé. Non. Ils sont tous repartis bredouille, pas d'accord de trouver. Donc personne ne veut céder. Voilà, tout le monde reste sur ses positions. Ça a l'air parti pour aller au tribunal, mais c'est encore une décision que le juge doit prendre. D'ailleurs, on a pu remarquer que Blake était seul. Où était Ryan? C'est la grande question. Alors justement, aujourd'hui est consacré principalement à Ryan Reynolds. Je vais vous montrer un petit peu les mails qu'il a pu envoyer à WME, qui est donc l'agence de talent qui a viré Justin Baldoni. On va voir aussi ses échanges avec les cadres de Sony. On va voir à quel point il a, oserais-je dire, harcelé tous ces gens pour que tout le monde se lève pour Blake et enterre Justin et Wayfarer. Voilà, vous allez voir par vous-même. Et ça m'a bien fait rigoler, enfin ça m'a fait flipper. Pour tout vous dire, ces mails, vous comprendrez pourquoi quand je vous les lirai. Mais ça m'a quand même fait rigoler quand on sait le passé de Ryan Reynolds. Donc justement, en deuxième partie, je vais vous ressortir justement les éléments qui, pour moi, justifieraient que Ryan devrait plutôt fermer sa bouche au lieu de donner des conseils. Donc écoutez, c'est parti. Maintenant, il va y avoir des échanges de mails que je vais vous lire entre Ryan, Blake, des gens. Concentrez-vous de grâce, parce que là, du coup, je vais vous parler de personnes qui ne sont pas connues. Ce ne sont pas des têtes qu'on connaît dans le showbiz, mais ce sont des gens très importants. Donc, afin que vous ne soyez pas perdus, à chaque fois, je vais vous dire l'intitulé, le post, qui fait quoi. Et c'est pour que vous voyez justement à qui Ryan et Blake se sont adressés dans cette histoire. Pas n'importe qui, ok? Donc c'est parti. Là, je vais vous présenter Sanford Panitch, qui est l'un des dirigeants les plus influents de Sony Pictures, et il est très impliqué dans les décisions stratégiques autour des films et de leurs événements. Donc ce Sanford écrit: la première de Jamais Plus est-elle le mardi 9? Tu sais où ça se tiendra? Je n'arrive pas à croire qu'ils aient cédé sur le crédit de producteur pour elle. Là, ça commence à parler de Blake. Alors, il y a un certain H qui répond. Peut-être un collaborateur ou un assistant de prod. On n'a pas son nom, donc je vais l'appeler Monsieur H. Donc, ce Monsieur H répond: elle veut changer tous les crédits. L'ordre des producteurs, déplacer Jimmy en 3e position, les crédits des producteurs exécutifs, l'ordre du casting sur les cartes individuelles, couper le film 2, déplacer le crawl du casting avant les clés, et on gère ça depuis 9h ce matin. Eh bien, je suis ravie qu'ils l'aient fait, ils acceptent ça aussi, et Sanford Panitch répond: c'est vraiment de la folie. Alors, pour pas vous paumer complètement là, quand on parle de changer tous les crédits, on parle du coup du générique. Dans le générique, il y a des noms qui apparaissent, et bien cet ordre-là, il est normalement déterminé avant que le film ne soit fait, c'est inclus dans les contrats. Et là, quand il parle également de carton ou de carte, il s'agit dans les génériques, alors là, je ne parle pas du déroulé, ça pour le coup, c'est ce qu'on appelle le crawl, c'est quand le générique il est déroulé à la fin. Quand on parle de carton, on parle juste d'un seul nom, vous voyez, qui apparaît à l'écran. Ça s'appelle une carte ou un carton. Et le crawl, donc, c'est le générique qui défile, où il y a tous les noms, voilà, vous voyez ce que c'est. C'est le déroulé. Et donc là, il raconte qu'elle veut changer l'ordre de tout ça, et qu'elle veut même enlever un film 2 de Justin Baldoni. Donc ça, elle veut l'enlever. Et là, on voit donc qu'ils se disent entre eux, c'est de la folie. Monsieur H répond: tout cela se passe à New York. Journée presse, dimanche 4 août et lundi 5 août au Four Seasons Downtown. Première le mardi 6 août au AMC Lincoln Square, lieu à confirmer. Et la pré-réception ressemble maintenant à une petite after-party. Wayfarer, le distributeur et studio partenaire, n'est même pas au courant de tout ça. Donc là, il reparle de tout ce qu'elle veut modifier dans les génériques, tout ça. Et on ne peut pas renégocier les contrats du casting pour qu'elle déplace les jeunes acteurs. Elle voulait déplacer l'ordre, en fait, où apparaissait le nom d'Isabella Ferrer et de sa costard, ce qui fait le jeune Atlas. Excusez-moi, son nom, je ne l'imprime pas. On n'a pas le temps
ni déplacer le crawl du casting avant les crédits principaux, même si elle veut que Sony contacte les guildes pour l'obtenir. Et là, pour info, les guildes dans le milieu du cinéma et de la télévision, ce sont des syndicats ou associations professionnelles qui regroupent des personnes exerçant le même métier ou fonction sur un projet audiovisuel. Donc là, en fait, quand il dit même si elle veut que Sony contacte les guildes pour l'obtenir, il faut obtenir ses autorisations, si vous voulez, pour faire ce qu'elle veut faire. Elle peut essayer d'obtenir un crédit PGA. Donc un crédit PGA, pour rappel, c'est Producers Guild of America Credit. C'est une reconnaissance officielle qu'une personne a réellement exercé le rôle de producteur sur un film. Or là, rappelez-vous que c'était pas le cas, elle était juste productrice exécutive, un titre genre honorifique, entre guillemets, pour lui faire zizir, mais elle a rien du tout payé dans ce film. Donc désolée, je m'interromps beaucoup, mais c'est pour que vous compreniez tout le message. Elle peut essayer d'obtenir un crédit PGA. Elle s'attend à ce que Sony, c'est-à-dire moi, persuade Wayfarer, donc la boîte de Justin, d'accepter de supprimer un film de Justin Baldoni et de mettre son crédit de producteur avant le leur. Obtenir leur accord pour lui donner un crédit de producteur a été herculéen. Elle vient juste de rendre ses modifications éditoriales pour couper après Dallas. Je vais regarder maintenant et faire un rapport. Sanford Panitch. Je ne veux pas qu'on leur demande ça pour elle. Elle peut le demander elle-même. On s'est déjà beaucoup plié, ça devient absurde maintenant. Donc voilà, vous comprenez encore une fois que Sony là commence à plus en pouvoir en fait d'elle. Elle demande des trucs lunaires quoi. 3 juillet 2024. On a un échange entre donc Josh Greenstein et Blake Lively. Josh Greenstein, c'est un dirigeant très influent du cinéma américain. Il a été le numéro 1 marketing distribution de Sony Pictures. Il est donc très impliqué dans les décisions autour des sorties de films et des campagnes mondiales. Alors, Blake lui dit « Lisa doit tourner le générique aujourd'hui. Elle vient de me dire qu'il nous faut tout savoir avant 16h. J'imagine que Lisa est une monteuse. » Josh Greenstein lui répond « Ok, je viens de parler à Jamie, il réfléchit. » Alors là, il parle de Jamie Heath et je pense que c'est justement pour les histoires de crédit, on place qui quand ou quoi qu'est-ce, et qu'elle veut faire sauter un film de Justin Baldoni. Donc voilà, il lui dit qu'il en a parlé avec Jamie, il réfléchit. Il est très réticent à l'idée de perdre le crédit du film, mais il pourrait être ouvert à l'idée de le déplacer plus bas et de mettre Hotline à sa place actuelle. Il est réticent à l'idée que 2 producteurs le précèdent. Je l'ai vraiment harcelé là-dessus, donc il réfléchit. Colin peut partager le crédit avec Todd, mais le gars qui a payé pour le film doit d'abord apparaître seul. Légalement, Wayfarer a le droit de regard sur les crédits. Il lui rappelle les bases. Et Blake lui répond « Un film 2, c'est abusé ». 13 juillet 2024, on a un échange entre Ryan Reynolds et Patrick Whitesell. Alors Patrick Whitesell, c'est l'un des dirigeants les plus influents dans la représentation des talents à Hollywood. Donc on a Ryan qui écrit à Patrick Whitesell « Je pense qu'au final, ce type doit prendre conscience des enjeux. » Il parle de Justin. C'est un véritable désastre ambulant pour ne rien dire. Parler à Danny serait utile. Danny, dont il parle, c'est l'agent de Justin. Donc parler à Danny serait utile. Je ne veux rien prescrire, je veux juste que Danny nous aide. J'aimerais lui présenter des solutions. Justin devrait écrire des lettres d'excuses de 15 pages à Blake et à des dizaines d'autres personnes de l'équipe du film. Au lieu de cela, il continue de s'en prendre à Blake et bientôt, elle arrêtera de le protéger des autres membres de l'équipe qui veulent le tenir responsable. Il est un peu comme Trump, dans le sens où il traite tout le monde de ce qu'il est lui-même. Je mettrai la réputation de Blake en jeu n'importe quel jour de la semaine. Elle a travaillé avec Oliver Stone et des dizaines d'autres personnes imprévisibles et abusives. D'après son expérience et la mienne, personne n'a jamais atteint des sommets de méchanceté comme Justin Baldoni. Son absence totale non seulement de remords, mais aussi d'instinct de survie est une étude de caractère illustrant une stupidité maligne, paresseuse et obscure. Je préférerais me concentrer sur l'essentiel, mais il faut régler ce problème et je suis prêt à épauler Danny dès que vous jugerez le moment opportun. Je resterai calme
calme, diplomate et axé sur la recherche de solutions. D'accord ? Ensuite, on passe au 22 juillet. On a Danny Greenberg, qui est agent talent chez WME, donc l'agent de Justin, comme je vous dis. Patrick Whitesell, donc, qui est, je vous le rappelle, l'un des dirigeants les plus influents dans la représentation de talent Hollywood. Et on a Warren Zavala, donc c'est un agent artistique en fait très influent chez WME également. Donc ça, c'est Patrick Whitesell qui envoie ce message. Patrick et Warren aussi a parlé avec Josh Greenstein. J'ai besoin de ton aide concernant Blake, comme nous l'avons évoqué au sujet de l'avant-première. Jusqu'à il y a 2 semaines, tout semblait bien se passer. Maintenant que Justin a critiqué le Coffee Table Book et son documentaire, Blake a changé d'attitude et fait pression sur Sony pour que Justin n'aille pas à l'avant-première. Elle a même convaincu l'auteur de prendre position et menace de boycotter le film s'il y va. Blake manipule aussi les autres acteurs. Elle orchestre tout ça depuis un moment. C'est terrible et c'est mauvais pour le film, pour elle et pour tous ceux qui sont impliqués. Ensuite, on a une discussion entre Ryan et Warren Zavala. Comme je vous ai dit, Warren Zavala, c'est un agent. Et il l'a bien saoulé. Il y a beaucoup de messages avec lui. Alors déjà, il commence Ryan d'entrée de jeu. Désolé pour le pavé. Et voilà tout ce qu'il lui envoie. Accrochez-vous parce que c'est très long. On sent que l'affaire Baldoni atteint son point culminant en ligne. Twitter et TikTok accusent inexplicablement Blake pour le moment. Mais j'imagine que les détails finiront par éclater car Baldoni et Jamie Heath ont offensé, harcelé ou agressé trop de personnes. Et Internet cherche évidemment des réponses et constate bien que tous les membres de l'équipe et les principaux membres, y compris Colin, évitent de se trouver dans la même pièce que lui. Tous, à un moment ou à un autre, au cours des 6 derniers mois, ont cessé de le suivre sur les réseaux sociaux. Personne n'a prononcé le nom de Justin à voix haute dans aucune interview. Jamais. À quel moment Justin et Jamie ne vont-ils pas enfin se manifester et dire « Et si c'était nous ?» Je ne sais pas encore si le succès retentissant de ce week-end amplifiera ou étouffera cette affaire. Nous naviguons en terrain inconnu à bien des égards. Todd Black m'a appelé, un peu paniqué. La conversation s'est mal passée car il cherche des solutions pour apaiser les tensions avec Baldoni. En gros, Todd se dit « Pourquoi Blake ne prend-elle pas les choses comme elles viennent et ne dit-elle pas « Justin et moi avions des désaccords et nous nous entendions pas, mais nous adorons tous les deux le film, etc. » J'ai expliqué à Todd que cette attitude est précisément le problème. Si je comprends bien, lui et Ange préféraient que Blake se laisse faire et mente, car le film cartonne au box-office. C'est intéressant là parce que justement Ange et Todd, ce sont donc les 2 cadres Sony qui étaient là à la réunion où ils ont hurlé sur Justin pendant 5 heures. Bref. Comment peuvent-ils passer autant de temps avec elle sans la connaître ni savoir de quoi elle est capable ? J'ai dit à Todd que c'était rageant de voir que l'on comptait sur Blake pour régler un problème que Baldoni, Jamie et dans une certaine mesure Ange ont eux-mêmes créé. Au lieu de prendre des mesures concrètes pour créer un environnement de travail sûr pour Blake et toutes les autres femmes sur le plateau, ils ont réagi de manière ridiculement impuissante et timide. Ils ont dévoilé leur jeu immédiatement et à plusieurs reprises. Désolée, je souffle, parce qu'entendre Ryan dire ça, à côté de tout ce que je vais vous sortir plus tard, mon Dieu que j'ai chaud. Je suis extrêmement frustrée car Blake devrait être aux anges. C'est elle qui a rendu possible cette victoire incroyable. Elle a fait de ce film une victoire pour Sony et par extension pour Wayfarer. Elle a obstinément refusé d'abandonner. Elle n'a pas dormi. Elle a sacrifié d'innombrables moments avec ses enfants pour rester enfermée dans les salles de montage, à peaufiner chaque image des rushs pour obtenir la meilleure qualité possible. Elle a concocté la recette du succès malgré des ingrédients qu'elle n'avait même pas choisis. Tout cela en orchestrant un plan marketing et promotionnel de classe mondiale pour un film qui cartonne tellement que les mots me manquent pour décrire ce qui se passe. Elle a fait de ce week-end une réalité. Baldoni et tous ces autres imbéciles devraient prendre en compte les spéculations et les rumeurs. Ils devraient réagir fermement et sans hésitation. Maintenant, ils devraient protéger Blake. Ils peuvent et doivent assumer les conséquences de leurs actes et faire face à leur comportement odieux et délibérément répréhensible avant qu'ils ne se retournent contre eux. Ils ont créé un véritable désastre. Blake ne devrait en aucun cas être chargé de réparer les dégâts causés par ce fiasco lamentable et prévisible. S'ils étaient dotés d'un tant soit peu de l'humanité, de la dignité et de la capacité d'évolution qu'ils affichent dans leur podcast pseudo-féministe et minable, ils publieraient une déclaration du genre 2 points. Ouvrez les guillemets, attention parce que là c'est un message dans un message. C'est Ryan là qui écrit ce que Wayfarer devrait écrire. Notre comportement sur le tournage de Jamais Plus était odieux et loin d'être à la hauteur des standards et du respect que méritent Colin Hoover et Blake Lively, sans parler de toute l'équipe, acteurs et techniciens,
qui a courageusement surmonté un tournage inutilement difficile. Nous nous efforçons de comprendre comment nous avons pu créer un environnement de travail aussi dépourvu de limites, de garde-fous, de respect et dans de nombreux cas de décence. Notre objectif est d'assumer pleinement nos responsabilités au-delà de la simple démonstration de vertu. Le succès de Jamais plus n'est pas dû à notre implication. Le film triomphe malgré elle. L'enthousiasme et l'affection que le public porte à ce film sont en grande partie dus au talent de Colleen Hoover et Blake Lively, qui se sont investis dans une post-production extrêmement rapide. Leur refus d'accepter des conditions de travail incompétentes devrait être la raison de l'échec d'un film. Mais leur refus d'accepter ces conditions que nous avons créées sont la raison de ce film. Chez Wayfarer, nous croyons sincèrement que le message de Jamais plus doit susciter un dialogue essentiel et potentiellement transformateur. Colleen et Blake ont mis tout leur cœur, leur courage et leur esprit d'innovation au service de ces thèmes importants, en veillant à ce qu'ils soient présentés avec respect pour la sensibilité du sujet, en rendant hommage à l'œuvre originale et en offrant une expérience divertissante, nuancée et au final optimiste. Notre objectif est désormais de prendre du recul et de réfléchir sereinement à cette expérience. Dans un avenir proche, notre mission est d'examiner et de réexaminer les comportements répréhensibles et les erreurs de jugement qui ont manifestement blessé et offensé les personnes qui nous avaient fait confiance. Dans cette démarche, nous continuons d'apporter notre soutien en coulisses à l'incroyable équipe d'acteurs et de techniciens. Ils ont travaillé dur pour réaliser un film qui est acclamé dans le monde entier. Avec toute notre sympathie, Justin Baldoni et Jamie Heath. Fin du message fictif que Ryan a écrit et que Justin et Jamie devraient publier. C'est de la démence. Excusez-moi. Bon, il n'a pas fini. Si jamais il daignait même jeter un coup d'œil à un tel message, ce serait la première preuve tangible qu'ils ont du cran. Ou alors une compréhension, même légèrement sociopathe, des conséquences et de l'inconvenance. La seule chose qui ne semble pas les intéresser, c'est la vérité. Et Blake, elle, connaît que la vérité. Même une seule des 26 choses de la liste qu'elle a lue à voix haute à Baldoni, Jamie, Todd, Ange et Josh, qui étaient tous assis dans notre salon, serait considérée comme irrémédiablement monstrueuse et choquante. Je pense qu'on peut continuer comme ça jusqu'à la fin du week-end, mais je suis complètement dans le flou concernant Blake. On n'a pas encore eu l'occasion de discuter de la meilleure solution. Je sais qu'elle aura une idée précise, sauf changement de situation. Tout ce qui compte pour elle, c'est la créativité et un résultat mérité, mais je pense qu'il faut agir. On ne devrait pas lui servir un discours lassant sur salope autoritaire. Si j'étais ces deux-là, je me jetterais devant tout ça immédiatement, avec énergie. Fin de son pavé d'hystérie. Et à ça, Warren Zavala répond « Tout d'abord, j'adore ton style d'écriture. » J'ai lu ceci plusieurs fois. Je pense qu'on devrait en discuter. Je ne peux pas répondre de la même manière. Pour faire simple, vous avez raison, ils ne peuvent pas s'attendre à ce qu'elle arrange les choses pour l'agresseur. Je ne pense pas non plus que ces types aient l'humilité ou la capacité d'être proactifs de cette façon. Je pense que leurs instincts sont intéressés et même tout le contraire. Je pense que beaucoup de ces messages sont des bots. Sarah et moi enquêtons. Je suis convaincue qu'il orchestre une mise en scène et qu'il a probablement une équipe de gestion de crise qui prépare ses actions. C'est exactement l'inverse de ce qui devrait se passer. Cette histoire selon laquelle il serait le seul à parler du livre et de violence conjugale est louche. Je ne veux pas être alarmiste. Appelle-moi quand tu auras atterri. Todd est vraiment décevant sur ce point. Ryan répond « Todd et Ange sont des vieux bons à rien, inefficaces et sans la moindre idée. Juste des brutes avec 6 répliques toutes faites et 5 mots-clés. Je pense que les cadres de chez Sony, Todd Black donc et Ange Andrea Giannetti vont être ravis d'avoir lu ça. Warren répond « C'est son ego démesuré qui parle. On dirait qu'il tend un piège si la vérité éclate tout en propageant une version des faits sur Internet. » Ryan répond « Ouais, mais franchement, quelqu'un va finir par tout raconter à un journaliste et ça va lui exploser à la figure. » Warren répond « On pourrait le croire, mais la vérité est parfois difficile à cerner. C'est pour ça que je me demande s'il ne tend pas un piège. J'espère que ce sale escroc sera démasqué. Je veux juste nous protéger. Le plus important, c'est que le film fonctionne. On verra si le bruit se calme. Tout ça, c'est de la désinformation. Je pense qu'on a laissé la situation se dégrader. » Et Ryan répond « Comment ça s'est terminé pour Johnny Depp ?» Warren répond « Très mal. Ça les a tous les deux complètement détruits. Voilà pourquoi c'est un sale type prétentieux et arrogant qui se prend pour Dieu. » 12 août 2024. Échange de messages entre Ryan Reynolds, Patrick Watzel et Warren Zavala. Donc Ryan: J'apprécie que vous preniez le temps de m'écouter. Je sais que je parais en colère, mais je vous promets que j'ai encore bien plus de rage en réserve. Je me sens juste vidée et épuisée.
Et comme on dit, il faut se tenir éloigné de l'animal blessé. Je ne peux pas et je ne vais pas rester là à regarder ma femme, à qui on a demandé de se contorsionner autour d'un homme problématique depuis le tout début de ce film, accomplir un exploit monumental pour ensuite être traînée dans la boue pendant que les gens sonnent la cloche de la honte derrière elle. À part moi et elle, personne ne semble prêt à avoir une conversation inconfortable en son nom, ni en mon nom. J'ai passé beaucoup trop d'heures à essayer de raisonner et négocier une issue pour, au minimum, neutraliser la situation et au mieux, faire en sorte que la vérité soit dite, alors que, en réalité, la vérité devrait être la seule chose que nous défendons. Où est Sony dans tout ça? Greenstein a dit qu'il s'exprimerait officiellement aujourd'hui auprès de la presse professionnelle. Elle est allée bien au-delà de ce qu'on devrait attendre de quiconque pour réussir à poser un avion géant sur une pièce de monnaie. Tout le risque pour une récompense minuscule est extrêmement difficile à atteindre. C'est tout simplement incroyable et du jamais vu. Elle mérite de le ressentir et moi je mérite de pouvoir apprécier le travail que j'ai fourni ces 3 dernières années sur Deadpool et Wolverine. Blake mérite que les gens se lèvent pour elle. Tous ceux qui connaissent la vérité devraient être à ses côtés et demander des comptes. Ces types profitent des honneurs, des récompenses et d'une victoire sans conflit. Zéro humilité. Baldoni a vu le film pour la première fois à l'avant-première. C'est sidérant qu'il ait l'assurance nonchalante de se présenter en sachant parfaitement que tout le casting et une partie de l'équipe savent exactement comment il s'est comporté. Lui et son partenaire minable sont des prédateurs et des fraudeurs. Nous le savons tous, Sony le sait et vous le savez. Point final. Pourtant, rien ne les arrête. Nous ne leur demandons pas de détailler le cauchemar absurde d'une production qu'ils ont volontairement créée, nous leur demandons d'assumer leurs responsabilités dans les conditions les plus généreuses possibles, s'excuser auprès de Blake, Colin et du reste du casting et de l'équipe qu'ils ont blessée, des personnes qui ont agi avec intégrité et professionnalisme pendant toute la production, la post-production et la promotion du film. On travaille tous avec des gens qui ne sont pas forcément bons dans leur travail, mais en général ce sont des gens gentils, alors on hausse les épaules et on passe à autre chose. Mais quand ce sont des prédateurs incompétents et des fraudeurs, c'est différent. Ma femme n'allait pas terminer ce film en étant à la fois une victime, la fière destinataire d'un mauvais film et d'un mauvais démarrage au box-office. Le seul titre aurait été Blake Lively se plante. Il ne peut pas s'en sortir comme ça. Ce qui, selon moi, manque le plus à ma femme et à moi dans tout ce fiasco, c'est votre colère. Et j'espère vous avoir montré pourquoi. Je n'ai jamais eu autre chose qu'un amour et une admiration intense pour WME et toute l'entreprise. Mais je n'ai jamais eu autant besoin de WME qu'en ce moment. Je suis toujours à l'aise pour gérer mes propres problèmes, mais ici, c'est une situation où j'ai besoin, avec Blake, d'un sentiment de solidarité et de devoir de protection. Qu'il est épuisant et qu'il fait flipper. Bon, vous avez capté du coup pourquoi Justin va se faire virer de WME. Voilà. Donc on a Patrick Whitesell qui répond. Je rappelle, Patrick Whitesell, c'est l'un des dirigeants les plus influents chez WME. Okay. Ryan, je comprends parfaitement tout cela. Blake et toi méritez que nous vous défendions en tant que vos agents. Je n'avais pas connaissance de tout cela avant que tu me contactes il y a quelques semaines. Mais en seulement ces quelques semaines, j'ai pris la pleine mesure de ce que Blake, toi et beaucoup d'autres avaient enduré. Je suis vraiment désolée pour vous tous. Je suis aussi désolée que vous n'ayez pas ressenti de notre part le soutien et la défense appropriés. Je peux t'assurer que désormais ce ne sera plus le cas. Warren, Doug et moi avons une conversation ce soir et dès demain matin, nous allons intervenir auprès de toute l'industrie. Comme tu l'as dit, le plus important ici est que rien de tout cela n'ait un impact négatif sur vous deux professionnellement et que tous les studios, les acheteurs importants, etc. connaissent la vérité sur tout cela. Nous ne nous reposerons pas tant que cela ne sera pas parfaitement clair. Est-ce que vous voyez à quel point ils sont en train donc de détruire Justin auprès de tout le monde dans l'industrie? Alors que je vous rappelle que tout ce que raconte Ryan, c'est du bullshit. Parce que Blake a volé le film de Justin. C'est documenté, ça, il n'y a rien à dire là-dessus, si vous voulez. Cette partie-là, elle est indiscutable dans ce procès. Mais bon, c'est pas pour ça que Justin est accusé. Mais en tout cas, voilà, là, tout ce que je vous lis depuis tout à l'heure, c'est du délire. Bon, je vous zappe après les messages parce que c'est uniquement de la stratégie de communication. Voilà, du travail d'RP. On arrive au 21 août. Sanford Panic, je vous ai parlé de lui tout à l'heure, qui me fait rigoler. Il envoie un mail à quelqu'un, je ne sais pas qui c'est. Un inconnu, je vais l'appeler Monsieur I. C'est assez ironique car elle a un film à succès
il parle de Blake, qui devrait dépasser les 300 millions de dollars. Et elle ne travaillera probablement plus jamais, ou du moins pas pour un moment, même si Anna Tawai s'en est remise. Tom pense qu'elle est probablement et bizarrement inemployable en ce moment. Monsieur Y répond, ça passera, ça va aller pour elle. Des excuses à ce reporter aideraient. Quelque chose aussi pour les survivantes, en plus d'un truc de 24 heures sur ses stories Instagram. Alors, je ne sais pas de quel reporter il parle, auprès de qui Blake devrait s'excuser. Peut-être Kirsty Flo, celle qui a ressorti son interview où elle disait à Blake félicitations pour votre petit ventre rond et que Blake a été horrible avec elle, ou peut-être le journaliste qui avait fait une interview en lui demandant si les victimes de violences conjugales veulent s'adresser à vous, comment elles peuvent vous contacter, et que là Blake a répondu en rigolant oh bon, on n'a qu'à leur donner mon numéro de sécurité sociale, ma géolocalisation, bref, voilà. Donc Sanford répond « Non, je ne suis pas d'accord, c'est fini pour elle, au moins pour un temps, c'est fichu. Elle a dit qu'elle prenait sa retraite à Josh ou un truc du genre, ça prendra quelques années. Le temps d'Eva Mendes, elle l'a bien cherché. Si elle l'avait juste laissé venir à l'avant-première, ou si elle n'avait pas forcé toute l'équipe à se désabonner de son compte, ou si elle ne l'avait pas viré du film, et si elle avait fait comme tout le monde dans le show business, c'est-à-dire protéger le film, alors on n'aurait pas eu besoin de toute cette enquête. La vente de produits capillaires en même temps, c'était d'une stupidité sans nom. Elle n'a pas voulu écouter, elle sait ce qu'elle fait. Les recettes internationales sont impressionnantes. 150 millions et 150 millions, et ça pourrait être encore mieux. Monsieur Y répond, tout ça est vrai. Voilà un petit peu pour toute l'histoire avec Sony, etc. Et maintenant, passons à Ryan. Ryan, qui ose parler d'un plateau safe, d'un environnement de travail safe pour les femmes. Est-ce qu'on peut commencer par le harcèlement qu'il a infligé pendant des heures à sa propre fille sur le tournage de Deadpool et Wolverine pour lui faire brailler une réplique dégueulasse contre son gré, qui était présente à mon souvenir? Non, je vais pas me répéter, j'en ai déjà parlé. Lors de son passage au Tonight Show de Jay Leno en 2011. Ryan Reynolds est revenu sur sa scène intime à la fois gênante et hilarante avec Olivia Wilde pendant le tournage de The Change-Up. Voici ce qu'il déclare. Dans la scène, elle est assise, je lui enlève son haut et son soutien-gorge et elle porte des cache-tétons, mais elle a dessiné de petits visages souriants adorables dessus, des smileys. J'ai oublié toutes mes répliques, pas seulement celles de ce film, mais de tous les autres que j'ai faits. À un moment donné, elle prend mes mains et les pose sur sa poitrine. Elles sont là, mes paumes sont un peu moites, je ne sais pas ce qui se passe et j'essaie de ne pas la regarder comme un ado de 14 ans qui vient de gagner le gros lot. Je retire mes mains, je les regarde et là, 2 fichus smileys dessus. Je ne sais pas quoi faire. La scène est terminée et par réflexe comme un idiot, je remets mes mains sur sa poitrine. Je pense que je le fais pour les couvrir, mais je réalise maintenant qu'il y a une frontière très mince entre la galanterie et, vous savez, l'agression S au travail. Oui, effectivement, Ryan, le directeur a dit couper. Là, c'est plus le contexte de la scène. Ça pourrait être interprété comme une agression S. Passons. Ensuite, on va reparler de Blake Lively, de sa femme, puisqu'elle était traumatisée par tout ce que Justin lui a infligé sur le plateau de Jamais plus, etc. Tu le dis toi-même, elle est traumatisée, elle est à bout. Dans ces cas-là, pourquoi tu te fous de sa gueule en créant le personnage de Nice Pool avec toutes les répliques qui vont avec concernant cette histoire? Nice Pool, donc, qui est un personnage inspiré de Justin Baldoni, on l'a compris, je vous ai fait une vidéo là-dessus. Toutes les répliques de Nice Pool se foutent de la gueule de l'histoire de Blake et Justin. Donc apparemment, ta femme est traumatisée, mais toi tu rigoles là-dessus. Par ailleurs, vous vous souvenez qu'il a joué dans Amityville en 2005? Ryan Reynolds a été interrogé sur une scène où il gifle Jesse James, un acteur qui joue l'un de ses enfants, alors que ce n'était pas prévu dans le scénario. Ryan plaisante en disant « Il l'avait bien cherché ». Non, c'était vraiment horrible. Je ne l'ai pas fait exprès. Il m'a regardé comme s'il venait de gagner au loto. Il était aux anges. Et là, je me retourne et je vois la script en larmes. J'essaie de m'excuser. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, il a tenté de rejeter la faute sur les Amérindiens qui possédaient son personnage, ce qui n'a trompé personne. C'était un des grands moments, poursuit-il. Bizarrement, j'étais presque excitée par le fait qu'il se soit passé quelque chose de totalement imprévu à l'écran. C'est arrivé assez naturellement, sans pour autant blesser qui que ce soit. Tout le monde s'en est sorti sans problème,
mais c'était quand même assez perturbant. Bon, il a aussi donné involontairement 2 yeux au beurre noir à Denzel Washington pendant le tournage de Safe House. Mais bon, bref, il a aussi avoué qu'il avait une forme de violence psychologique intentionnelle envers ses jeunes partenaires, donc les enfants, sur Amityville. Il dit « Je ne leur ai jamais parlé. Je ne veux pas m'attacher aux enfants. Je ne veux pas les connaître ni les aimer. Je veux rester le plus loin possible d'eux. Cela me permet de mieux faire mon travail. » Bon, il a ensuite assuré aux journalistes que les enfants approuvaient cette tactique, affirmant qu'ils étaient de petits adultes qui comprenaient le processus, et il a conclu en plaisantant « L'un d'eux est maintenant mon conseiller financier ». Bon, il a tarté un gamin, alors que c'était pas scripté. Maintenant, on va parler de Deadpool. J'ai parlé de la sécurité sur le tournage, plus spécifiquement de la mort de la cascadeuse Joy Harris. Selon une enquête de la Commission de la sécurité au travail de la Colombie-Britannique, la 20th Century Fox a commis plusieurs erreurs de sécurité ayant contribué à l'accident mortel de moto survenu sur le tournage de Deadpool 2. Joy Harris, cascadeuse, a perdu la vie le 14 août 2017 après avoir perdu le contrôle de sa moto et percuté la façade d'un immeuble du centre-ville de Vancouver. Les enquêteurs de WorkSafe BC affirment que le studio a commis de nombreuses erreurs, notamment en omettant d'évaluer les risques liés à la cascade, en ne lui permettant pas de porter un casque et en ne mettant pas en place de barrières pour empêcher sa moto de sortir du plateau de tournage. Ryan Reynolds, également producteur de Deadpool 2, a été sanctionné avec d'autres suite au décès tragique de Joy Harris. Selon Deadline, la société de production TCF Vancouver Production Ltd a été condamnée à une amende par WorkSafe BC. L'amende s'élève à 289 562 $ pour manquement à l'obligation de fournir un environnement de travail sécuritaire. Suite au décès de Joy Harris, la 20th Century Fox aurait conclu un accord à l'amiable avec sa famille. Donc Ryan était producteur sur ce tournage. Ils ont fait répéter, je crois, 6 fois la cascade à cette jeune femme. Des bruits de couloir disent qu'il aurait même donc demandé qu'elle ne mette pas son casque de moto afin de voir sa crinière et qu'elle ressemble beaucoup plus à l'actrice qu'elle doublait. Donc voilà, on a un décès. Et il est aussi impliqué dans un film qui s'appelle Spirited. Donc Maximum Effort, sa boîte de prod, a bossé sur ce tournage. Et on a encore un décès le 22 septembre 2021, Michael Gagnon. Il travaillait comme technicien de transport sur le tournage de ce film et il est décédé subitement à Boston. Son décès est survenu après des semaines de tournage exténuantes, 3 mois de tournage et des vagues de chaleur extrêmes cet été-là. Selon des témoignages en coulisses, ces conditions ont gravement affecté la santé de l'équipe. Michael Gagnon n'avait que 49 ans. Apple Studios et Maximum Effort Productions, la boîte de prod de Ryan, ont réussi à étouffer l'affaire. Aucun grand média n'a relayé l'information et ni Ryan ni son partenaire à l'écran Will Ferrell ne l'ont évoqué publiquement. Le tournage s'est poursuivi sans interruption et s'est achevé le mois suivant. Et Ryan a discrètement fait un don modeste à une cagnotte en mémoire de ce Michael et a dédié le film à sa mémoire. Le public n'a appris la tragédie que par le biais des communications syndicales et non par les médias. À ce jour, aucune plainte n'a été déposée et les circonstances restent largement méconnues. Voilà, donc je voulais faire quand même un rappel sur Ryan Reynolds qui, à mon sens, est très mal placé pour dire quoi que ce soit dans cette affaire. Défendre sa femme, oui, c'est une chose, mais monter au créneau en disant oui, ils ont fait n'importe quoi, c'est des amateurs, des incompétents, le plateau, c'était pas safe et tout. Blake Lively a quand même fait virer une assistante réalisatrice sous prétexte que ce n'était pas safe. Ils ont tout fait pour enterrer l'affaire. Je vous ai pas lu tous les échanges de mails, mais c'est ressorti dans les échanges entre Ryan, ses agents, tout ça. Ils ont tout fait pour qu'aucun article ne publie ça. Donc si vous voulez, quand je les entends être aussi tatillons, autant décortiquer la moindre chose sur le plateau de Jamais Plus, quand on voit ce qui se passe sur les plateaux de Ryan, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Et récemment, il a déclaré oui, j'étais énervé, je devrais même l'être encore plus, c'est ma femme. Mais là, elle se pointe à une audience au tribunal. Elle est seule. Où es-tu, Ryan? Pourquoi tu n'es pas avec ta femme? S'il y a bien un jour où tu dois être avec elle, c'est aujourd'hui. Il n'était pas là. Donc voilà, tous les deux me fatiguent, si vous voulez, parce que
ce sont des personnes qui sont problématiques. Ça n'est pas d'aujourd'hui. Mariage sur la plantation, hein, par exemple. Bref, ce sont des gens problématiques. Ils l'ont été chacun séparément sur beaucoup de tournages. Ils le sont ensemble par rapport à leurs déclarations, à leur comportement. Et aujourd'hui, on voit le pouvoir et l'influence qu'ils ont exercé à travers tous ces mails. Voilà, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse juger par vous-même. Voilà, je pense que j'en ai assez dit, hein, donc je ne ferai pas plus de commentaires. Je vous retrouve dimanche, ce sera pour un update sur Britney. Beaucoup me l'ont réclamé et je vous préviens, je serai en voix off. Il n'y a que mon sponsor qui sera face caméra, mais sinon je serai en voix off. Je suis désolée, je suis malade en ce moment. Depuis quelques jours, je travaille du fin fond de mon canapé. Il y a juste hier soir où voilà, j'étais prête à me mettre sur Twitch sans maquillage, en pyjama et tout, parce que de toute façon sur Twitch ils ont un peu l'habitude, hein, c'est soirée cocooning. Mais mon logiciel a fait des siennes, tout s'est déconnecté, impossible de reconnecter. Oh, j'avais pas la foi de tout désinstaller, réinstaller, je comprends pas ce qui se passe. Donc voilà, j'ai raté mon live Twitch, je m'en excuse pour ceux qui me suivent sur Twitch, je comprends pas ce qui s'est passé avec OBS, je suis encore en train d'essayer de régler la chose. Voilà, désolée encore pour tous ces désagréments, je vous fais des gros bisous. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.